le jeu politique, le jeu électoral. Et donc je pense que les citoyens doivent savoir que l'élection est un moment où on lui restitue la plénitude de son pouvoir de citoyenneté et de ses droits. C'est une occasion qu'un citoyen ne devrait pas rater et donc devrait l'exercer dans des conditions de transparence, de sérénité, mais aussi surtout de confiance en soi. Et que vendre sa carte d'électeur, c'est finalement vendre sa voix. C'est finalement s'exclure du système de citoyenneté. Et je pense qu'il n'y a pas un prix qu'on pourrait mettre pour justement pousser un citoyen à perdre sa dignité citoyenne et le plein exercice de ses droits. Maître, une réaction sur la corruption électorale avant d'avancer? Oui, tout à fait. Je suis désolé que cela existe parce que la corruption, en tout état de cause, elle est condamnable, surtout quand il s'agit des élections. Parce que j'ai l'habitude de dire que dans un pays où l'obligation de vote n'est pas introduite, n'est pas une règle constitutionnelle, les gens ont tendance à ne pas mesurer la pleine valeur de l'acte de vote. Je ne parle même pas du droit de vote. Et je donne souvent l'exemple de Nelson Mandela, qui aurait fait 26 ans pour avoir le seul droit de voter. Et le jour où il est sorti, il a voté, il est allé à la présidence. Donc c'est dire que, et sous d'autres cieux, pour avoir le résultat que nous pouvons avoir avec les cartes, d'autres acquièrent atteignent ce même objectif avec des armes. C'est donc dire que ça n'a pas de prix que d'aller voter. Alors, de là à aliéner son droit de vote pour des, excusez-moi l'expression, pour des miettes, je dis que c'est absolument condamnable. Et je suis vraiment désolé que l'autre camp soit cité par l'internaute qui est intervenu, mais c'est une pratique qu'il faut absolument bannir sur le terrain politique. Voilà, Maître, aujourd'hui, quand on parle d'architecture juridique au Sénégal, on sait qu'il y a quasiment toutes les bonnes institutions indiquées dans les pays pour faire valoir la justice. Il se pose le problème de l'indépendance un peu des institutions entre celle de la justice elle-même, du pouvoir politique, donc corroboré par le parlementaire et les législatifs. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez aujourd'hui que nous allons vers un tournant pour avoir constaté des manquements à cela, ou c'est simplement des réflexes politiciens qui nous imposent ce débat au Sénégal? Avant de répondre à cette question, vous me permettrez quand même de faire une petite digression pour dire que le corrupteur en chef au Sénégal, on le connaît, hein, la Ségarom Magna, avec ses milliers d'euros, les courses contre les nigel à coût de millions de francs CFA et de terrains assez valeureux, on connaît qui est le champion de cette pratique au Sénégal. Donc on n'a pas besoin franchement de s'atténuer sur des considérations d'internautes qui ont été manipulés. Tout le monde sait que nous, on est dans un parti et une coalition qui s'inscrit dans une logique de transparence, dans une logique de sérénité, parce que simplement nous estimons qu'aujourd'hui, étant candidat du peuple, nous n'avons pas besoin quand même des pratiques corruptives qui sont déplorées. Pour revenir sur votre question, je pense que aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de mon propos, la justice, ce n'est pas une question de mur. La justice, ce n'est pas une question de... On a fait des bâtiments neufs, flambant neufs. Non, la justice n'est pas rendue par des murs. La justice est rendue par des hommes qui doivent avoir un statut protégé, qui doit avoir un statut social, qui doit correspondre aux missions qui sont confiées à ces hommes-là. Je pense que le débat se trouve à ce niveau. C'est le débat sur l'indépendance des juges et des magistrats de manière générale. Est-ce qu'elle est réelle, justement? Elle est réelle sur les dispositions légales, statutaires, la loi organique, la Constitution, toutes les dispositions légales, les textes apparents donnent à la justice de manière générale une indépendance, mais dans la pratique de tous les jours, on se rend compte qu'effectivement cette indépendance n'est que simplement proclamée, mais elle ne traduit pas la réalité de terrain. Alors c'est pour cette raison que justement tous les acteurs de la justice aujourd'hui se projettent dans des réformes assez modernistes, assez évolutifs, pour permettre aux juges et aux magistrats de manière générale d'être réellement indépendants. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit le pouvoir judiciaire est un pouvoir qui est indépendant, autonome, mais tout du fonctionnement du pouvoir judiciaire dépend de l'exécutif et du législatif.
Donc comment on peut considérer d'un côté que ce pouvoir est indépendant et de l'autre que ce pouvoir puisse dépendre des autres pouvoirs, notamment le pouvoir exécutif. C'est-à-dire c'est une véritable mise sous tutelle du pouvoir judiciaire au profit de l'exécutif. C'est ça qui est la réalité, c'est ça qui est la réalité de terrain, c'est ça qui est renforcé par le pouvoir actuel, le pouvoir exécutif actuel, c'est ça qui est plaidé, encadré, géré, et au détriment des acteurs de la justice et de ceux qui veulent que la justice soit rendue dans des conditions de transparence et d'indépendance. J'en veux pour preuve l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature, qui est un conseil qui a une force de proposition, mais pas de nomination des magistrats. C'est-à-dire aujourd'hui, les magistrats sont nommés par l'exécutif, par le président de la République, sur proposition du Conseil supérieur sur lequel le président a toute la latitude de ne pas tenir compte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le premier élément qui met un frein objectif à l'indépendance. D'autres pratiques, qui sont des pratiques connues dans le milieu, permettent de dire qu'effectivement cette indépendance n'est qu'une indépendance proclamée. J'en veux pour preuve le système de pratique des intérimaires. Un intérimaire, c'est quelqu'un qui n'est pas à son poste titulaire. À un certain moment, tous les grands chefs de juridiction de la justice sénégalaise étaient des intérimaires au poste où ils étaient. Ça veut dire quoi? À un certain moment, on peut vous déplacer sans tenir compte de l'inamovibilité. Les magistrats peuvent être déplacés sur la base de sanctions prononcées par le ministère, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice. Donc à votre niveau, il faut forcément voilà, il faut renforcer, il faut des réformes approfondies pour renforcer le statut juridique des magistrats, mais aussi renforcer le statut social, qui est quand même un statut social relativement dégradé. Prenez l'exemple de comparaison entre un magistrat, chef de juridiction d'un tribunal hors classe de Dakar ou d'une cour d'appel, et un ministre de la Justice. Faites la comparaison entre ces deux personnes, vous verrez que finalement, qui est le mieux rémunéré, qui est le plus dans de bonnes conditions de sérénité, de travail? C'est le ministre. Mais, apparemment. Donc voilà des réformes qui doivent... Parce qu'on demande à un magistrat trop de choses et on lui donne peu de choses. C'est ça la triste réalité. Donc je pense que si on veut avoir une justice moderne, puissante, sereine, rendue par des hommes forts et indépendants, mais nous sommes obligés de mettre tous les moyens. Les moyens ne s'entendent pas de moyens en termes de moyens de bâtiments. Moi, j'ai eu la chance de participer au programme sectoriel justice qui a abouti justement à plusieurs réformes et à la modernisation des bâtiments de la justice. Mais moderniser des bâtiments ne suffit pas du tout, parce que les bâtiments, c'est pas des hommes qui rendent la justice. Alors, maître, sur la question des réformes, il a parlé justement du Conseil supérieur de la magistrature, là où il n'y a pas une possibilité, donc c'est une nomination qui vient justement de l'exécutif. Aujourd'hui, on a également entendu les propositions de Macky Sall sur ces réformes, et sur la composition même de l'organe, en tout cas de l'institution qui a été à l'origine de tout ce débat, le Conseil constitutionnel, proposer une partie, deux autres éléments qui viendront du Parlement, et les magistrats eux-mêmes qui vont proposer deux autres éléments qui vont constituer justement les membres du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez qu'il y a des réformes qui s'imposent dans ce sens, eu égard à ce que nous avons vu ou vécu avant ce premier tour, cette présidentielle? Voilà, merci Patrice. Je voudrais d'abord préciser qu'il ne faut pas idéaliser tout de même le débat. Parce que la justice, c'est une institution qui participe à la consolidation de la démocratie. Or, la démocratie est un processus perfectible. Nous sommes tributaires d'un système dont nous avons hérité. Ce système français, qui nous a été légué comme tel. Depuis les indépendances, nous sommes en train d'évoluer dans le carcan de ce système qui fait du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature et du ministre de la Justice, le supérieur hiérarchique du ministère public. Il n'est pas exclu que quand l'évolution de la société arrivera à ce stade, qu'il y ait eu des réformes qui aillent dans un sens ou dans un autre. Ce n'est pas exclu. Mais il faut qu'on évite, chaque fois que l'on parle
d'indépendance de la justice, de taper sur le ministère public en faisant une comparaison peut-être avec ce qui se passe aux États-Unis. Nous ne sommes pas dans le même système. Nous ne sommes pas dans le même système et nous ne sommes pas dans la même mentalité. Ce n'est pas... Quelles seraient les insuffisances un peu s'il y en a? Parce que vous parlez de perfection, il n'est pas possible d'avoir une perfection, c'est vrai, mais est-ce qu'il y aurait des insuffisances un peu dans ce système? Nous y sommes d'abord. En commençant, c'est vrai que la modernisation de la justice, ce n'est pas que des bâtiments, mais c'est des bâtiments d'abord. Et après les bâtiments, il faut recruter. Et nous sommes en train de recruter. Je l'ai dit tantôt, ce que le pouvoir de l'alternance a recruté comme magistrat, depuis qu'il est là, mais il faut faire, toute proportion gardée, la différence avec ce qui était recruté avant. C'est justement pour étoffer, pour suivre cette réforme de la justice que le pouvoir est en train de construire, mais aussi de recruter des personnels, aussi bien dans la magistrature que dans les greffiers. Le statut social. Moi, les magistrats sont des gens, ce sont nos collaborateurs que je respecte beaucoup. Mais il me semble qu'il y a eu des améliorations notoires dans leurs conditions de rémunération. Et comparé à ce qui existait, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait dans ce domaine-là. Ne serait-ce que pour les indemnités de judicature qui sont considérablement augmentées. Et toutes choses étant égales par ailleurs, le pouvoir en place étant en train de faire des réformes progressives, mais il ne faudrait pas marcher. Madame Nicolas Ah, non, je termine. Très rapidement. Oui, je vais terminer. Et je voudrais pas plus aussi faire attention sur le dispatching du temps. Du temps, oui, allez-y. Parce que ce que l'autre dispose comme temps, je ne dispose pas souvent d'autant de temps. Et je voudrais que ça soit égalitaire. Il faut trouver une formule. Voilà. Non, c'est à vous de trouver cette formule parce que vous êtes arbitre. Et précis. Vous êtes arbitre. Je vais essayer de l'être. Donc, c'est pour dire que la justice sénégalaise, mon confrère l'a dit, elle est indépendante sur les papiers. Elle est indépendante en fait. Parce que la justice n'est que ce qu'en font les justiciables et les pratiquants de la justice, les animateurs de la justice. Et parmi les magistrats, mais on trouve parfaitement des magistrats très honorables, très honnêtes, qui font leur travail de façon consciencieuse, mais à qui on ne peut rien reprocher. Mais dans chaque secteur, on trouvera des brebis galeuses, excusez-moi l'expression. Bien sûr. Mais il ne faudrait pas prendre ces épiphénomènes comme pour généraliser. Moi, je confirme, et la dernière décision du Conseil constitutionnel vient encore pour nous rappeler l'indépendance de cette justice qui, en toute liberté, rend des décisions qui s'imposent à tous. Sauf que certains ont dit que sur les décisions majeures, le Conseil a été complaisant, sur des décisions accessoires comme celle qui consiste à rejeter... Vous savez, je le dis sous le contrôle de mon confrère. Quand il y a un client, vous êtes client, vous allez voir mon confrère pour vous défendre, votre adversaire vient me voir pour le défendre, nous allons au tribunal, chacun vient avec ses arguments. Mais le tribunal, forcément, va rendre une décision. Et cette décision n'est pas une décision qui va faire l'affaire des deux. Parce que deux intérêts contradictoires, forcément, il y a quelqu'un qui est content, quelqu'un qui n'est pas. Là, vous avez rattrapé votre retard. On va également écouter ceux qui subissent peut-être la justice. Les justiciables, que nous sommes tous par ailleurs. Micro-trottoir signé Maïmouna Ndiaye, que je vous propose de suivre. Je dirais que nous avons une justice, par exemple, qui ne fait pas son travail comme elle se devait. Comme il se devait, du moins, excusez-moi. Vous savez, par exemple, si nous avons des magistrats qui vont en grève, ce qui veut dire que la justice, elle est paralysée. Et là, ce qu'il faut voir, par exemple, les ressources humaines qui composent cette justice, c'est là-bas où se trouve le problème. Et c'est ça qu'il faut éradiquer. La justice est conditionnée, je pourrais dire conditionnée, parce que elle n'est pas indépendante. Elle devait être si indépendante que, par exemple, on a entendu qu'il y avait des coups de feu à Parcelles il y a 2 jours. Normalement, la justice devait ouvrir une enquête immédiatement
et voilà, voir ce qui s'est passé, et si réellement il y avait coup de feu, et que la justice fasse son rôle. Moi, j'ai remarqué depuis l'arrivée de l'alternance, la justice ne fonctionne pas bien. Il y a des manquements. Des fois, il y a des injustices qui se présentent et qui ne sont pas sanctionnées. Je pense qu'il faut apporter des correctifs, nommer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. L'état de la justice au Sénégal peut être diversement apprécié selon de quel côté. Mais pour avoir un baromètre de la justice, il faut aller dans nos prisons. Parce qu'il y en a qui hibernent là-bas pendant des mois pour un petit délit. Pendant que dans la rue, il y a de grands bandits qui courent. On a bien les juges, mais il y a ceux qui font les lois. Les lois sont diversement appréciées selon de quel côté on se trouve. Soit on est nanti, quelquefois on est bien protégé, ou on est dans un cercle protégé par un lobby, soit c'est les marabouts, soit c'est les hommes politiques. C'était juste un échantillon pour avoir un peu une idée sur ce que les Sénégalais, certains Sénégalais pensent de notre justice. Maître, vous disiez tantôt que les statuts chez nous couvrent en tout cas le juge, que les textes sont bien faits pour qu'il fasse son travail. Et vous dites après que dans la réalité, cela ne correspond pas à cette perfection, entre guillemets, des textes. Mais est-ce que ce n'est pas un combat des acteurs même de la justice de s'imposer puisque les statuts les couvrent? Oui, je veux dire, je pense que de l'élément que nous venons de voir, il résulte que les clés d'analyse des citoyens sont beaucoup plus pertinentes que les clés d'analyse de ceux qui sont censés nous gouverner sur l'état de la justice. Je pense que ce que je disais tantôt a été bien compris par les citoyens qui sont intervenus. Sur les textes, effectivement, il y a une indépendance qui est consacrée. Les textes, quand je dis la loi organique, la Constitution, les textes consacrent l'indépendance de la magistrature. À l'exception des magistrats du parquet qui sont considérés comme de puissants fonctionnaires, ceux-là même qui sont des avocats de la société. C'est-à-dire, une bonne partie des magistrats ne sont pas aussi indépendants et inamovibles qu'une autre partie des magistrats qu'on appelle les magistrats du siège. Déjà, il y a un hiatus qui est là. Le deuxième élément, c'est que parmi les magistrats du siège qui sont indépendants et qui doivent être pleinement indépendants, selon les textes, il y a une pratique administrative fondée également sur d'autres textes qui permet de retenir cette indépendance, donc qui n'est pas absolue. Quand un magistrat est nommé à un poste à titre intérimaire et qu'il est sous la menace d'un déplacement à tout moment, on ne peut pas dire qu'il est indépendant. On ne peut pas dire qu'il est inamovible parce que le penchant de l'indépendance, c'est l'inamovibilité. C'est ça qui permet à un magistrat d'être indépendant. Quand un magistrat peut, sous la pratique administrative, être déplacé sur la base d'une sanction en attendant peut-être que le Conseil supérieur de la magistrature statue sur le fait, sur la base d'une simple mesure administrative, ça aussi, je pense que c'est une atteinte à l'indépendance. Donc nous disons qu'effectivement les textes, de manière générale, ils sont bons parce que les textes d'ordre général, tels que la Constitution et la loi organique, sont des textes qui sont bons, mais à côté de ces textes, il y a d'autres textes qui permettent de porter atteinte de manière très grave et irréversible à l'indépendance des magistrats. Et ce sont ces textes qui sont pris comme des épouvantails sur la tête des magistrats. Nous, on sait ce dont on parle. Et c'est pour cette raison qu'on faut aller dans les réformes en profondeur pour éliminer tout ce qui peut être des freins à la véritable indépendance des magistrats. Et donc, c'est vrai, si les textes d'ordre général, constitution, loi organique sont bons, il reste que dans la pratique, il y a d'autres textes. Par exemple, quelqu'un peut dire nécessité de service. Ça renvoie à quelle notion? Ça renvoie à quelle réalité? Un magistrat, fût-il un magistrat de haut grade, peut être déplacé pour nécessité de service et on ne sait pas à quoi renvoie cette notion qui est aussi dans la loi. Donc ce sont ces avatars, ce sont ces notions qui ne renvoient à aucune objectivité que nous condamnons parce que c'est des notions qui portent atteinte à l'indépendance des magistrats. Mais est-ce qu'il n'est pas possible qu'un magistrat arrache son indépendance au nom de la justice, purement et simplement? Effectivement, il arrive, mais le problème c'est qu'il faut lui donner les moyens d'être indépendant. C'est-à-dire, on lui a proclamé une indépendance, c'est très bien, il faut quand même lui donner les moyens de rester indépendant. Malheureusement, quand la gestion des carrières des magistrats obéit à un flou. C'est la politique de la promotion. De la promotion des dociles, il faut le dire comme tel. Si c'est la promotion qui n'est pas fondée sur le mérite et sur la reconnaissance des pairs,
Si c'est une promotion qui est fondée sur la soumission, mais finalement, parce que simplement l'humain, il a un besoin de progresser, d'être reconnu. Par qui? Par finalement l'exécutif. Et si l'exécutif n'est pas un exécutif qui est à la dimension des vertus de notre République, en termes de respect de cette indépendance, en termes de distance honorable qu'on doit avoir à l'égard des juges, mais il est évident que cette indépendance qui est proclamée, alors, dans la pratique, va se retrouver être une dépendance. Maître, si on comprend bien, le pouvoir en place a mis son château, a mis ses éléments pour les contrôler. Ces éléments sont certainement ces magistrats pour qu'ils soient au service de l'exécutif pour aller ensemble. Non, mais caricaturer comme ça, je ne suis pas sûr que cela se passe ainsi. Il se passe que dans le système judiciaire, il y a une procédure de nomination, d'affectation. C'est prévu par les textes. Mon confrère parle de textes qui sont épars, mais des textes quand même, qui ne sont pas ignorés. Il ne remet pas en cause la cohérence des textes ou non, non, il n'a pas parlé l'application même des textes. L'applicabilité des textes, c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que quand il parle d'affectation pour nécessité de service, il ne comprend pas ce qu'il y a là, mais nécessité de service, il ne faut pas chercher ailleurs. Vous avez une juridiction où il y a une carence de magistrats. Une autre juridiction pourvoit sous le poids du nombre de magistrats. Mais il n'y a pas de mal à ce qu'on fasse une ponction de cette juridiction pour affecter à l'autre juridiction. S'y ajoute que dans le cadre du redéploiement de la magistrature, de la justice, du rapprochement de la justice, du justiciable, quand il y a des juridictions, de nouvelles juridictions qui sont créées, mais je ne vois pas pourquoi, sur la base du principe de l'inamovibilité de la magistrature, qui est réel, et je vais vous donner un exemple tout de suite, je ne vois pas pourquoi, pour les besoins du fonctionnement de cette justice, qui est une nécessité de service, qu'on ne prendrait pas des magistrats par-ci pour les affecter ailleurs. Du principe de l'inamovibilité de la magistrature, des magistrats, mais cela est réel. Et je donne l'exemple. Il y a une année, un chef d'une haute juridiction, à l'occasion de la rentrée des cours et tribunaux, avait fait un discours qui ne plaisait pas au président passé. Mais pour le déplacer, les textes l'avaient lié. Le principe de l'inamovibilité l'avait tellement lié qu'il ne pouvait pas le déplacer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une procédure qui a abouti à la disparition de cette juridiction et à la création de 3 juridictions. Et c'est là où j'attends l'autre camp qui parle. Mais c'est des choses déplorables. De refonte. Recréer un système. C'est déplorable. C'est déplorable. Non, c'est très déplorable. Et je le déplore. Oui. Je le déplore. Mais c'est pour dire que le caractère contraignant du principe de l'inamovibilité qui aboutit à cet extrême. Parce que si le principe n'était pas réel, le président aurait passé par une voie, par un raccourci pour régler son problème. Mais il a été obligé d'en arriver à cet extrême-là. C'est pour dire à quel point le principe de l'inamovibilité des magistrats est réel. L'autre exemple, et c'est là où j'attends l'autre camp qui parle de la refonte du Conseil constitutionnel. Je vois que le M23, sur son principe, a érigé le principe disons, de la rigidité de la Constitution comme un principe. Quand il dit « ne touche pas à ma Constitution ». Alors j'entends l'autre camp qui énonce déjà une pléthore de révisions constitutionnelles, parce que pour en arriver à refonder le Conseil constitutionnel, il faut absolument passer par la révision constitutionnelle. Et cette révision constitutionnelle ne sera pas une petite révision qui va entraîner plusieurs bouleversements. Et est-ce que la finalité ne vaut pas la peine de... J'en arrive. Et c'est là où moi j'ai des problèmes. Quand on me dit oui, c'est quand on me dit oui, le président va nommer 3, l'Assemblée nationale 3,
l'opposition, je crois. L'opposition, oui. L'opposition. Non, c'est les magistrats, le Parlement. Voilà. Dans l'Assemblée, il y a la partie majoritaire et l'opposition. Chacun un magistrat. Ce n'est pas dans le cadre du Conseil supérieur de la magistrature. Non, Conseil constitutionnel. Bon, non, je sais. Oui. Le nombre de magistrats. Il en est même arrivé jusqu'à dire qu'il va augmenter le nombre de magistrats pour assurer la parité. Non, si on est en cohérence, c'est 3 qui seront proposés par le président de la République, oui. 2 qui seront l'émanation du Parlement, oui. et 2 qui viendront de la famille juridique, donc des magistrats eux-mêmes. Alors, c'est là où je dis que j'attends de voir comment ils vont procéder pour en arriver à ce. C'est vous qui parlez de cette répartition, mais il me semble que j'ai entendu 3-3-3. Au point qu'on risque même d'aboutir à l'augmentation. En tout cas, c'est le principe qui est du nombre. Voilà. Le nombre n'est pas très, bon, oui. On attend de voir et je souhaite que nous n'ayons jamais d'ailleurs l'occasion de voir parce que bon. Bon, maintenant pour en revenir à l'indépendance de la justice. Il nous reste 10 minutes. L'indépendance de la justice. On doit parler de l'impunité également avant de boucler. Les justiciables qu'on a entendu parler tout de suite. Mais la justice ne rend pas une justice sur la base d'une rumeur. S'il y a eu des coups de feu quelque part, le magistrat n'était pas là. Mais il ne peut pas, sur la base d'une rumeur, actionner la justice. Maintenant, j'ai entendu qu'il y a des plaintes. On a même parlé de plaintes croisées. Quand ces plaintes atterriront sur le bureau du procureur qui est maître des poursuites, mais il ne manquera pas de faire une enquête et d'arriver à une décision. Voilà, nous allons poursuivre ce débat. En attendant, on va retrouver Mame Fatou. C'est pour donc avoir la question du jour, Mame Fatou.